Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le live de ZEM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler exclusivement du TFC, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes avec nous pendant 1 heure. Aujourd'hui, avec moi, on a une belle petite équipe en attaque. On a lesviolets.com avec Emmanuel. Comment ça va, Manu? Ça va très bien. Milieu de terrain, on retrouve le trio titulaire, le trio magique de la feuille de match avec Mehdi, Vincent et Nathan. Comment ça va, les gars? Ça va, super. Ça va. Super content de repasser à 3 au milieu, c'est quand même le meilleur système. Il n'y a pas de débat. Et avec nous pour compléter cette belle équipe aujourd'hui, on a Étienne qui est notre invité supporter. Bienvenue Étienne, comment ça va? Ça va, super. Allez messieurs, au programme aujourd'hui, on va faire un long retour sur cette purge Niort TFC de samedi. Le débat, ça sera une nouvelle occasion manquée de passer premier. Est-ce que c'est un problème mental de la part de nos joueurs? On aura l'interview supporter d'Étienne et un petit quiz pour finir. Et j'ai oublié quelques petites news, juste le programme de nos internationaux. Voilà, messieurs, on est pour la 105e émission et on est parti. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amada de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez, on commence juste avec nos petites news. Bon, ça va être simple parce que c'est la trêve internationale, donc il y en a pas beaucoup. On a nos internationaux du TFC, ils sont 4. On a Gabrielsen qui est parti avec la Norvège disputer 2 matchs pour la qualification de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar, avec un Gibraltar-Norvège et un Norvège-Turquie, et un Monténégro aussi Norvège, donc il doit y avoir un match amical dans le lot, non, c'est que des matchs éliminatoires. Et on a deux jeunes en U20 équipe de France avec Manu Koné, Bafodé, Diakité, et le troisième c'est Giannis Antiste qui sera en équipe de France U19. Bon, le programme a l'air plus intéressant que le match de ce week-end déjà. Exactement. Ça allait faire drôle, Gabrielsen, quand même, d'avoir Haaland devant plutôt que d'avoir Ilé ou Bayo. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Messieurs, on ne va pas parler d'Adli qui n'a pas été convoqué avec des espoirs. L'article sur lesviolets.com l'explique très bien. C'est parce qu'il est trop âgé, tout simplement. Mais on va faire un petit retour sur ce match entre Niort et Toulouse. Juste avant qu'on passe au retour, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux, sur la page lesviolets.com, sur laquelle on diffuse aussi la feuille de match. Vincent qui est avec nous lira vos commentaires et vous permettra de réagir en direct avec nous. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Niort TFC, messieurs, c'était la 30e journée de Ligue 2. Le contexte était bon puisque 3 avaient perdu dans l'après-midi. Clairement, on ne le savait pas encore, mais ils allaient perdre aussi. Donc, si on gagnait, on passait premier, et pourtant. Mais avant tout, on va parler de la composition qui était plus ou moins classique, puisqu'on avait Dupé de West, Gabrielsen, Hérault qui venait intégrer le trio défensif, parce que Amiens était papa, donc il n'était pas disponible pour ce match. Mais le milieu de terrain qui n'a rien à envier sur la feuille de match, mais qui est quand même très bon, c'est Spearings, Van den Boomen et De Jagereux. Machado Moreira sur les pistons et Adli Bayo et pas Ilé, et ça je pense que ça va faire un petit peu débattre pour débuter. Le film du match, les gars, une première mi-temps complètement stérile, complètement pauvre en occasion, personne n'a inquiété personne. Niort a eu quelques situations, rien de bien méchant, une mi-temps à 0-0, et puis c'est encore une fois en seconde période que nos Toulousains vont se réveiller, ils vont bien exploiter la largeur avec Machado qui va être retrouvé pour une frappe qui va trouver le petit filet. Ensuite, on a Rissilé
qui était rentré, qui va percer dans l'axe et aller au duel avec Mathieu Michel. Mais bon, malheureusement, le duel va être remporté par le gardien des Chamois-Niortais. On va avoir une autre occasion avec Manu Koné qui nous fait un petit festival dans la surface de réparation, qui tombe, qui se relève et qui continue à mettre des doubles contacts, mais qui ne va pas trouver le chemin défilé. Puis dans les dernières minutes, on va se faire presser. New York avait bien tenu jusqu'à là. Ils vont faire un gros pressing. On va perdre un ballon avec Amin Adli dans les 25 derniers mètres plein axe. Ça fera mouche parce que à la récupération, Bas va tirer et va tromper Maxime Dupé. Défaite 1-0 de nos Toulousains qui loupent encore une nouvelle fois le coach. D'ailleurs, ce sera notre débat tout à l'heure. On y reviendra plus tard. Mais sur ce match, messieurs, victoire de New York 1-0, une défaite, qui continue cette mauvaise série à l'extérieur depuis quelques mois, et puis une défaite qui fait chier, tout simplement, parce qu'on reste troisième, on n'a pas pu profiter de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Nathan? C'est un match un peu dans le même registre du match qu'on a vu à Rodez, dans des conditions assez difficiles. Bon, là, on avait quand même l'équipe au complet, on avait le milieu de terrain qui rayonne depuis le début de saison. Après, New York a fait le match qu'il fallait. Ils ont réussi à bloquer ce milieu-là. Nos pistons aussi ont été bien gênés. Donc la première mi-temps a été quand même l'une des plus mauvaises, je pense, depuis le début de la saison. Donc voilà, très peu de rythme, très peu d'intensité. On n'a pas gagné énormément de duels. Il y a vraiment pas grand-chose à retenir de bon. En seconde mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. À noter la bonne rentrée de Hidé, mais surtout de Koné. J'ai trouvé très, très incisif et très intéressant. Donc, il a quand même amené beaucoup de présence offensive. Donc, voilà. Puis en fin de match, je n'aime pas trop blâmer les entraîneurs, mais le coaching de Garand a été quand même à remettre en question. Il s'est un peu sabordé en fin de match. À ce même moment, Clermont était en train de perdre. Des fois on dit à défaut de ne pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et donc voilà, on est passé à travers. On avait 4 attaquants devant. Ça a complètement déboussolé l'équipe. Tactiquement, on est repassé à 4 derrière. C'est à ce moment-là où on prend le but. Donc voilà, c'était ce coaching qui nous tue un peu. Je blâme plus le coaching que l'erreur de Adli. Monsieur, quelqu'un… Oui, sauf que juste pour revenir sur l'erreur d'Atli, moi qui regardais le match en travers, beaucoup plus la seconde mi-temps parce que c'était beaucoup plus intéressant, l'erreur d'Atli aussi, elle vient parce qu'il joue plus bas. Quand il est haut sur le terrain, qu'il prend le ballon, qu'il dribble et qu'il perd le ballon, c'est quand même moins gênant que quand il redescend et qu'il garde ses réflexes, on va dire, quand il joue milieu offensif et qu'il peut prendre ce ballon, aller dribbler et perdre le ballon, c'est pas grave. Et effectivement, là, on le paye. Voilà. Peut-être qu'il n'était pas passé en mode je joue plus bas sur le terrain parce que ça lui arrive de moins en moins. Et voilà, et j'espère que pour lui, n'empêche cette erreur-là à Minadli, parce on peut pointer Garand, mais on est obligé de le pointer aussi à lui, que c'est un jeune joueur, qu'il apprendra et qu'il ne le refera plus. Voilà, tout simplement. Mais je pense qu'effectivement, la façon dont tu as joué à Garand a pu influer sur ça, puisque Amin Adli plus bas n'est moins habitué qu'avant à se retrouver dans cette position-là. Et du coup, dans cette zone-là, il faut moins porter le ballon, aller plus vers l'avant, et c'est pas ce qu'il fait sur le but. Étienne. Je rejoins Nathan il parlait tout à l'heure de rythme. En fait, ce qu'on peut analyser sur les derniers matchs, sur les 8 derniers matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, si à chaque fois on tombe sur un coach qui a à peu près un peu d'expérience ou qui est pas bête, à chaque fois ils vont nous bloquer Machado, ils vont nous bloquer Adli. Et pour moi, les deux, c'est les personnes qui amènent du rythme, qui vont aller vers l'avant, qui vont déborder. Et aujourd'hui, ils ont un marquage individuel. Machado, il prend 2 catcheurs sur le dos et on voit Adli qui est de suite, dès que le ballon arrive dans ses pieds, c'est soit faute, mais il n'avance pas. Le problème, c'est que ce rythme-là, à part ces 2 joueurs, on a quand même un milieu autant offensif que même avec Spearing. Je trouve qu'il ne se projette plus du tout vers l'avant. Peut-être parce que cette fois-ci, c'était Bayo et que Bayo n'a pas réussi à créer des espaces pour son milieu. Et ça marche souvent mieux avec Elie parce qu'il force sur la défense, il est chiant, il est tout le temps en train de les pousser. Mais aujourd'hui, ça fait 8 matchs que notre milieu, offensivement,
n'apporte pas de plus à l'équipe. Alors que donc on est obligé de compter sur Adli et Machado. Et malheureusement, les coachs en face, ils ont tout compris. Il y a pas mal d'éléments dans tout ce que vous avez dit, les gars. Je pense qu'on peut s'arrêter sur un petit peu sur le coaching de Garand, pardon. Juste sur ce que dit Étienne, juste préciser que c'est par certaines séquences. Parce que par exemple, sur la deuxième mi-temps de Chambly, on voit que les milieux se portent vers l'avant. Et Jagereux fait la passe pour Van den Boomen, ils arrivent à se projeter. Mais c'est justement quand on nous en empêche aussi de projeter, comment dire ça, qu'on oblige ces joueurs-là à défendre et à moins se projeter, c'est là qu'on est gêné. Mais par séquence, on y arrive. Par exemple, est-ce que Chambly est un match référence? Chambly, c'est une équipe de National 2. Aujourd'hui, ça ne joue pas au ballon. Donc, si on n'arrive pas à se projeter avec des équipes comme ça, ouais, clairement. Mais Niort, ce n'est pas terrible non plus. Hein. Niort, ce n'est pas terrible non plus. C'est des équipes qui sont des équipes de Ligue 2. Je dis juste que ça. Comment dire ça? Avant, on y arrivait tout le temps. Et là, effectivement, par séquence, par mi-temps complète, on se retrouve complètement bloqué. Et c'est ça qui est gênant, oui, effectivement. Déjà, les gars, on a pas mal de premières mi-temps qui sont mauvaises. Et ça fait un petit moment que ça dure. On démarrait la télé à la deuxième mi-temps. Je pense qu'on n'aurait pas loupé grand-chose sur les 5 ou 6 derniers matchs. Donc, c'était peut-être qu'il y a un petit problème aussi d'entrée, peut-être de motivation, je ne sais pas, ou d'animation. Mais moi, je rejoins Étienne sur le fait que quand on a déjà parlé d'ailleurs ici, mais dès qu'il y a un coach qui commence un peu à comprendre tactiquement certaines choses et qui contre notre 11 titulaire et nos méthodes, on est un petit peu en difficulté. Et je pense que ça rejoindra aussi le fait qu'on n'a pas d'alternative tactique, mais ça, on y reviendra un peu après. Emmanuel, on ne t'a pas trop entendu par rapport à tout ça. Ouais. Non, mais effectivement, on est devenu lisible tactiquement, mais ça correspond quand même à ce que tu dis, même si on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est que quand tu n'as qu'un schéma tactique, qu'une façon de jouer, effectivement, tu es coincé. Et pour le coup, on sait qu'il joue il travaille que ce schéma-là à l'entraînement, que cette méthode-là. Et autant contre Chambly, ça pouvait passer parce qu'ils sont arrivés avec un plan de jeu hyper restrictif qui fait qu'une fois que tu avais marqué le premier but, c'était fini pour eux puisqu'il n'y avait pas de plan B. Autant contre Niort qui arrivait avec un petit peu plus d'intention, un petit pressing quand même. Et ça on a souvent eu du mal contre des équipes qui avaient le courage de nous presser. On l'a vu je me rappelle par exemple du match contre Le Havre où on leur marche dessus et une fois qu'ils se mettent à nous presser, on galère beaucoup plus. Donc j'ai l'impression qu'on est une équipe hyper rodée quand tout va bien, mais une fois qu'on fait face à un plan de jeu un peu sérieux, un peu rigoureux et un minimum élaboré et qui s'adapte à notre système, on est complètement dépassé. Et ça, c'est quand même un problème de se retrouver, de faire ce constat à 8 journées de la fin de la saison, quoi. Donc, Vincent, quelques réactions avant qu'on enchaîne. Oui, il y a pas mal de réactions sur déjà l'état d'esprit général, match très moyen, et je passe pour rester poli. Mathieu est assez déçu puisqu'il a manqué le début de l'équipe du 15 de France pour regarder le TEF. On a Henri qui trouve que c'est un match pourri, comme maintenant inattendu, qu'on est dans une sorte de sclérose tactique. Jean qui cache, pour lui on n'a pas l'entraîneur donc on ne peut pas jouer correctement. Edouard qui pointe du doigt certains aspects tactiques, notamment Gabrielsen qui manque de leadership pour lui. Et enfin Thierry, pour lui sa défaite a vraiment fait mal. Autant avant il y avait les conditions climatiques ou des erreurs individuelles, autant cette défaite personne ne peut nier que Garand y a un rôle malheureusement important. Ces choix tactiques, Bayo, sorti de De West, ont vraiment été douteux cette fois-ci. Écoutez, ça devient plusieurs fois que ça arrive, on va y venir, je vais y venir un peu plus tard, mais on va le envoyer maintenant. Sur ce match-là, est-ce que pour vous, Patrice Garand est fautif ou pas, sachant que voilà, il y a plusieurs débats, il y a aussi le fait d'avoir titulaire des Bayo, alors qu'on a été surpris, peut-être qu'on attendait un peu plus le fait qu'il fasse tous ces changements à la fin, qu'on passe avec pas mal d'attaquants en sortant des défenseurs, on avait l'impression de revenir à une époque duprasienne où nous jouions avec 6 attaquants dès qu'on était mené au score. Est-ce que pour vous, ce match, c'est la faute, entre guillemets, de Patrice Garand? Ouais, c'est quand même d'abord sa faute. On voit qu'à chaque fois qu'il est confronté à un entraîneur qui a un plan de jeu, il n'est pas capable d'y répondre pendant le match. Là, en l'occurrence, il a quand même fait des changements qui avaient plutôt bien marché. À partir de l'heure de jeu, je trouve qu'on avait quand même commencé à avoir une certaine emprise sur le jeu, en particulier avec l'entrée de Koné, qui a fait beaucoup de bien une fois de plus. Illy aussi. Et de Illy, ouais.
Et il est venu reperturber ça en passant. Et effectivement, il me semble qu'on passe à 4 à la fin avec ces changements un peu bizarres où Antiste en place de Wast. Et ça, on peut se poser la question quand même. Empiler des attaquants, ça n'a pas grand intérêt dans cette situation-là, dans ce match-là, où pour le coup, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de poursuivre et de continuer à attaquer. Mais je ne suis pas sûr que ça avait grand sens de faire un nouveau changement tactique. Et après, il y a une autre question, qui est aussi une question tactique, mais qui est qui c'est qu'on met au milieu aujourd'hui, parce que Van den Boomen, on a parlé aussi quelques fois de Spearings, qui avance beaucoup moins, qui n'a pas été très bon sur ce match-là. Et Van den Boomen aussi, ça fait un moment qu'on le sent moins impactant et toujours pas mobile. Ça, c'est un peu son défaut. Et aujourd'hui, on le ressent. Peut-être qu'il est moins bien physiquement. En tout cas, on est avec un Koné qui est depuis plusieurs semaines vraiment en pleine forme. Et c'est quand même assez étonnant que ce profil-là ne soit pas lancé d'entrée par Garand. Messieurs, Étienne, est-ce que pour toi, c'est la faute à Garand? Est-ce que tu rejoins ce que vient de dire Manu, Mais en fait, le problème de Garand, c'est qu'on a l'impression que le match, c'est juste le samedi. Voilà, il arrive avec son système de jeu, il le pose, mais que ce soit Chambly, Niort, n'importe, ça sera toujours pareil. Voilà, il n'y a pas d'autre système, ça on l'a compris, on ne va pas le répéter. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'on va prendre par exemple des équipes régionales comme Muret, comme Colomiers, ou même Albi à une époque, quand ils étaient en CFA. Ils font de l'analyse vidéo, d'accord, de l'analyse vidéo, et en fonction de ça, ils essayent déjà de bloquer les individualités. Bon, je suppose que ça doit à peu près marcher comme ça pour Garand. Mais par contre, le coach juge par rapport à cette analyse vidéo, surtout en Ligue 2, tout est filmé, donc c'est un peu plus simple. Il met en place un système. Il ne peut pas proposer qu'un seul système. Je n'ai jamais vu un seul coach faire ça, à part peut-être, oui, on en parlait tout à l'heure, des Duprat, des choses comme ça, mais des mecs qui sont un peu limités tactiquement. Et pourtant, ça me surprend de Garand, parce que Garand, derrière, il nous a montré, il a innové avec son 3-5-2 de base. Il a surpris. Donc, ça veut dire qu'il a analysé, il a vu que son 3-5-2 pouvait passer. Mais aujourd'hui, il en est bloqué. Il est dans une impasse, et pourtant, Garand a eu plusieurs équipes, il n'a pas utilisé que ce système dans sa carrière. C'est vrai que c'est une analyse qu'on a déjà faite ici et qu'on reproche entre guillemets à Patrice Garand, c'est pas d'avoir d'alternance tactique pour répondre à d'autres équipes, à d'autres matchs. Et il y a des formations qui peuvent être similaires en plus au 3-5-2, qui sont assez proches, hein, ou même des profils de joueurs qu'on a qui pourraient rentrer. Et c'est vrai que c'est un petit peu conqué. Après, sur ce match, est-ce qu'un 4-3-3, un 4-4-2, je ne sais rien, aurait vraiment passé? Ça, on ne peut pas le savoir, mais c'est vrai que d'être toujours bloqué et entêté sur ça reste compliqué. Après, ce n'est pas sur ce match-là en particulier. C'est vraiment sur un historique de… on va prendre les 8 derniers matchs une nouvelle fois. Les 8 derniers matchs, on a sonné, tout le monde a sonné, même les joueurs, je pense qu'ils en ont un petit peu parlé, puisqu'il y a eu ce fameux article avec Gabriel Sen et tout ça. On n'y reviendra pas, je n'ai pas envie de me faire lyncher. Mais en gros… il y a quand même un problème de fond de jeu. Et je pense quand même qu'à ce moment-là, même si il est bloqué un peu dans son système, il n'est pas con, il devrait prendre quand même un plan B et commencer à travailler autre chose. Au moins, l'avantage, c'est qu'il aura testé et on ne pourra rien lui dire parce qu'au moins, il aura tout testé. Non, mais juste quand il me semble, quand il était à Caen, si je ne dis pas de conneries, c'est-à-dire que Garand, effectivement, à partir du moment où il a trouvé quelque chose, il va s'y enfermer et se tuer avec. Et c'est souvent comme ça. Et s'il se renouvelle, ça sera peut-être même qu'à l'intersaison. Voilà, je ne sais pas, il est un peu comme ça. C'est une manière de voir un peu à l'ancienne, de mourir avec ça. Et après, sur le changement de système, on va pas changer de système comme ça en claquant des doigts un samedi. Non, mais tu peux faire un système qui est très proche. Un 4-4 de losange sur même ça, des choses d'entraînement. Mais ouais, même ça, il va falloir travailler. Il faut travailler des choses. Mais là, par exemple, il y a quand même une trêve. Il y a 2 semaines pour travailler. On n'a que 4 internationaux. Je pense qu'il est possible de bosser autre chose. Voilà, de continuer à bosser sur ce qu'on sait faire, mais aussi de bosser sur autre chose. Et c'est pas la première des trêves où on a du temps pour le faire. Et apparemment, c'est pas fait. Et c'est pour un club professionnel, un entraîneur professionnel, ne pas avoir, même si tu ne l'utilises pas, ne pas avoir un petit plan B, c'est pas normal. Et ça, c'est l'histoire de la saison de Garand qui tâtonne et qui galère tactiquement parce que toute la préparation, on ne la fait pas en 3-5-2. On commence contre Dunkerque, on joue en 4-3-3 parce qu'il tient absolument à avoir un milieu à 3.
Et puis après, il se rend compte qu'il a l'effectif pour mettre un 3-5-2. Effectivement, c'était cohérent. C'est normal qu'on ait ce système-là qui soit notre système privilégié parce qu'on a vraiment les joueurs pour ça, pour le coup. En particulier avec 2 pistons qui font vraiment le taf. Mais son travail, c'est de bricoler avec ce qu'il a. Genre, on voit, par exemple, si Sampaoli réussit ses débuts avec l'OM, c'est qu'il est parvenu à faire, en fonction des joueurs qu'il avait, un système cohérent, quitte à déplacer des joueurs, à tenter des choses nouvelles. Thauvin, qui a tendance à toujours coller la ligne et à revenir, il le fait jouer dans une attaque à 2. Donc ça, c'est le travail de Garand, c'est précisément de trouver des solutions en fonction de ce qu'il a. Donc même avec les limites de son effectif, il a quand même des joueurs d'une telle qualité qu'il doit être capable de trouver des alternatives, au moins une alternative à ce 3-5-2 qui aujourd'hui est hyper lisible. Et juste, il me semble qu'en Coupe de France, on avait fait un 3-4-3 au moins contre Bordeaux, avec deux sortes d'ailiers. Il y avait Ngoumou et je ne sais plus qui était de l'autre côté. C'est la même chose contre Aubagne, Emmanuel. Ouais. C'était la même chose. Ça peut être intéressant, je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être pas la connaissance tactique, une connaissance tactique assez fine pour dire ce que ça pourrait nous apporter dans tel ou tel match, mais en tout cas, qu'on sente qu'il y a une alternative à ce 3-5-2 qui, pour le coup, maintenant est connue de tous et a été analysée en plus partout, quoi. Est-ce qu'on dit bien, on va insister sur ce point-là, on ne demande pas à Garand de changer totalement tactiquement, de nous passer sur un nouveau dispositif, c'est juste d'avoir une alternative lors des matchs, d'avoir un plan B ou un plan C même, je n'en sais rien, pour pouvoir répondre quand le 3-5-2 ne marche pas, parce que pour le moment, on clash, mais c'est vrai que ce 3-5-2 quand même marche très bien et on est tous très contents aussi de tout ça, mais d'avoir une petite alternative pour essayer de passer au travers. Juste une petite stat, les gars, qui va vous parler, après j'envoie Vincent sur des réactions. Sur ce match-là, on avait un peu plus de 400 passes, on n'a que 66% de passes réussies. Et ça fait très mal. Alors en face, je crois qu'ils ont un peu plus de 55%. C'est pas non plus fifou la praline, hein, mais 66% de passes réussies quand tu mets un 3-5-2, parce qu'en général, tu vas avoir un peu le ballon et jouer un peu plus la possession. Ça fait quand même très, très pauvre comme taux de réussite. Avec les joueurs qu'on a en plus, c'est incroyable. Avec les joueurs qu'on a, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est grâce à l'agressivité aussi de l'équipe adverse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé le match très agressivement, où à chaque fois, ils montaient sur le porteur. Dès que Adli, en première, je ne sais même pas s'il touchait un ballon, parce qu'à chaque fois, c'est soit il se faisait embarquer avec le ballon, soit le mec passait devant. Mais c'était impressionnant aussi. Il faut reconnaître que sur la première mi-temps, ils ont été très vaillants. C'est une équipe Niort, juste pour revenir là-dessus, quand même, saluer quand même les Niortais, parce que c'est une équipe qui est hyper limitée, parce qu'en fait, elle a de très bons joueurs dans son équipe, mais elle n'en a pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Le 10 qu'ils ont, Valentin Jacob, c'est un super joueur. Dylan Louiser, le capitaine, c'est un joueur très solide. Olivier Kemen, qui est formé à Lyon, ancien capitaine chez les jeunes en équipe de France Espoir, qui a été beaucoup blessé, mais là qui revient bien, c'est un très bon joueur. Bilal Boutoba, il est un peu comme ça, mais c'est pas un mauvais joueur. Voilà. Et après, il y a certains postes où c'est un peu plus juste. Et effectivement, quand ils sont le gardien n'est pas mauvais, Mathieu Michel. Hein. Ils sont capables de faire deux, trois choses. Mathieu Michel, qui est un gardien correct. Brian Passy, derrière, le fils de Franck, c'est pas trop mal non plus. Leur attaquant, alors eux, Niort, c'est l'équipe spécialiste pour sortir un attaquant à plus de 15 buts en Ligue 2. On ne sait jamais d'où ils sortent. Voilà, Dona Endo, il y en avait un autre l'année dernière, j'ai oublié son nom, il a disparu pour le bas de cette année. Mais voilà, ils en sortent toujours un aussi. Donc voilà, on n'a pas non plus perdu contre une équipe voilà, si mauvaise que ça. Non, mais on est tombé dans le piège. On est tombé dans le piège du Niortais. Dans le piège d'une équipe qui était dans un bon soir elle aussi et qui était au complet et voilà, qui a des joueurs quand même assez corrects. On n'a pas perdu contre Chambly, quoi. Vincent, quelques réactions. J'ai 3 interactions intéressantes concernant le débat sur Garand, sur ses implications, en tout cas sur le résultat. On a Lio qui dit « Je vous trouve sévère et Patrice Garand, il ne faut pas oublier que le club a changé de tout au tout ou presque joueur, direction, entraîneur. À quelques matchs de la fin du championnat, on est toujours dans le coup et bien comme il faut, laissons-les travailler et on fera la fête en fin de saison. » Mathieu, 3 jouent en 3-4-3 tout le week-end et ils sont premiers concernant le fait qu'on ne change pas forcément de système. Et on a Amaury, Garand fait confiance à son animation et son équipe vu que cela fonctionne très bien depuis le début de la saison. L'erreur de Adli coûte le match et les attaquants ont raté leurs occasions. Si il l'a mis au fond, on dirait que Garand a fait le coaching gagnant. Oui. Après, on dit, attendez, moi je répète, on ne dit pas que le 3-5-2 n'est pas bon, on dit juste qu'il faudrait une alternance. Juste Camille, je pense qu'on ne l'a pas assez dit, nous, dans l'émission, c'est que ce match-là, on peut le gagner. Oui, en effet, s'il l'a mis au fond. D'ailleurs, Mathieu Michel a quand même une rupture des ligaments croisés. Si je ne dis pas de bêtises, il a joué avec cette blessure pendant le match. Donc, le mec déjà réalise un super match. Et en plus, il est sur une jambe. Donc, bravo à lui et belle
belle presta, mais c'est sûr que si Koné où il est marque sur les occasions, c'est du coaching gagnant. Peut-être qu'on n'a pas le même discours. Certes, ça s'est pas passé comme ça. Et je répète, on n'est pas là pour jeter des pierres à Garand ou lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Son 3-5-2, il est propre, il est excellent. Il est excellent son système tactique. Mais il nous faudrait un petit truc en plus. Après, par rapport à 3, pour ce qu'a dit je ne sais plus qui en commentaire, 3 en ce moment, c'est quand même une alternance tactique, ça leur ferait pas mal non plus. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que Batles, aujourd'hui, on lui fait le même reproche, c'est-à-dire que ce losange au milieu et cette défense à 3, elle commence à être bien connue des adversaires. Et effectivement, alors après, moi, je ne regarde pas 3 autant en détail que Toulouse, mais bon, c'est marrant de prendre cet exemple parce que pour le coup, Batles a subi les mêmes reproches que Garand. Après, le problème de 3, c'est que ça fait quand même 15 matchs qui passent juste. Ils jouent à chaque fois 11 contre 10. Les mecs, les adversaires prennent toujours des cartons rouges. Après, peut-être parce que c'est le jeu qui fait ça. Je suis arbitre, juste, je vous le dis, hein, mais ça commence à me sembler louche, c'est pour ça. Après, par rapport au jeu, ils gagnent d'un but. Tous les matchs, ça fait 15 matchs au bout d'un moment. Il faut aussi, ils ont une chance énorme actuellement, et là ils sont en train de la perdre. Mais ça fait 2 matchs, et je pense que je pense qu'ils finiront pas dans le top 3, clairement. Oui, mais alors nous non plus, alors, parce que je pense qu'on est exactement dans la même situation. Moi, le match de Niort en début d'année, on le gagne. Et il n'est pas meilleur que certains matchs du début d'année qu'on gagne. Et on est la même chose. Je voulais pas le dire, mais pour moi, pour l'instant, actuellement, avec notre niveau de jeu, on est comme 3. On risque de ne pas finir sur le top 3. Et ça, c'est clair et net. La chance qu'on a, c'est que derrière, ça ne gagne pas non plus. Et en plus, clairement, à l'air pour l'instant, ils perdent à domicile. Bon, ils ont un match de moins, mais s'ils sont un peu handicapés par les retours Covid, ça ne va pas gagner non plus. Grenoble, ça avance pas très vite non plus. Auxerre, c'était moins bien. Là, on va voir si ça va revenir. Le Paris FC part de très loin. C'est qui? C'est Sochaux qui est 7e, qui va finir dans les 2 premiers. C'est pour ça, on ne sait pas. Il y a des dynamiques là du moment. Peut-être que sur les dernières journées, ça s'inversera. Mais effectivement, que ce soit Troyes ou Toulouse, c'est des équipes qui avaient énormément de réussite et qui n'en ont plus maintenant. Et pour l'instant, elles le payent. Allez, messieurs, on se concentre sur le match. On y reviendra un peu plus sur le débat sur tout ça. Quelques minutes pour vos tops et vos flops lors de ce match. Les joueurs que vous voulez ressortir en bien ou en moins bien, j'ai envie de dire. Nathan, est-ce que tu as nous sortir des tops, il n'y en a pas énormément. Je vais peut-être te dire la rentrée de Koné, que j'ai trouvé qu'il a un peu redynamisé ce milieu qui était un peu fébrile. Sinon, après, il n'y a pas énormément de joueurs qui sortent du lot. Après, défensivement, on n'a pas été embêté non plus. Voilà, je veux dire, on n'a pas été mis en difficulté. Il n'y a pas eu énormément d'occasions en face. Donc, on ne peut même pas blâmer la défense pour un non-match. Donc, vraiment, il y a… Voilà, je vais te dire juste rentrée de Koné. Voilà, que j'ai trouvé plutôt… Peut-être des flops, Nathan? Flop, flop, je vais te dire, forcément, coaching de Garand. Coaching de Garand parce que voilà, on l'a répété, on s'entête à la fin à finir le match à 4 devant alors qu'on peut facilement gérer, on va dire, face à une équipe qui a pas non plus posé énormément de difficultés. On aurait pu ramener un nul, on aurait repris la place de second à Clermont. Donc voilà, mon flop, c'est le coaching de Garand. Messieurs, êtes-vous d'accord? Vous voulez ajouter des choses? Coaching 1, je pense qu'on sera tous d'accord. Et le numéro 2, sans vouloir y taper dessus, mais je suis désolé, c'est un fait, on perd le match à cause de son dribble, c'est Amin Adli. Voilà, point sur ce match-là, son dribble, à lui tout seul, le dessert et en fait un flop. C'est tout, c'est sans le blâmer. Voilà, cette occasion-là nous coûte le match. Donc, on est obligé de le mettre là-dedans. Et après, là, en 3e, le milieu de terrain qui est aux abonnés absents et qui prend l'eau. Donc, le milieu de terrain. Ouais. Moi, je pourrais mettre Adli aussi, je pense, parce que c'est vrai que le but est quand même pas mal pour lui. Forcément, il a apporté, comme il a eu l'habitude de le faire. Tu disais quoi? Qu'il n'a pas apporté? Oui, offensivement, il n'a pas forcément apporté aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que d'habitude, même sur des matchs cadenassés comme ça, il arrive toujours à se démarquer à un moment ou à un autre et à trouver des décalages quelquefois dans le match. Donc, ouais, Adli. Et après, peut-être… dans les tops, il faut en trouver Koné et un peu Rouault qui, dans un match un peu galère, a fait un match correct. Puis on n'en a pas parlé aussi, mais le fait de s'entêter avec Adli Bayo, c'est vrai que ça n'a jamais trop marché, le duo devant. Donc, pour moi, Bayo, je ne le blâme pas, j'ai toujours aimé son implication, je le répète, mais c'est un super sub.
malheureusement, il aura toujours pour moi ce rôle en fin de match d'apporter dans les déviations, même en profondeur, il apporte pour fatiguer des défenses. Donc voilà, de commencer aussi ce match avec. On a vu aussi Adli qui était un peu muselé et la rentrée de Hillet l'a un peu libéré en seconde mi-temps. On l'a un peu plus vu. Donc voilà, je trouve que l'association des deux n'est pas un succès. Ouais. Ouais, ça, on n'en a pas assez parlé aussi, Camille. On peut faire une petite parenthèse dessus hein, si vous voulez. Ouais, le Bayo Ili et pourquoi gênant, hein. c'est cette dynamique, quoi. Mais déjà, est-ce que vous croyez est-ce que vous pensez, pardon, que Ilé et Bayo peuvent jouer vraiment ensemble? Parce que Adli Ilé, on sait que ça marche. Adli Bayo, on sait que ça marche moins bien. Mais est-ce que Ilé Bayo, ça peut fonctionner? Mais même Ili Antiste ou Bayo Antiste, j'ai du mal à imaginer que ça puisse marcher, même si peut-être Antiste qui est plus mobile, mais bon, ça reste quand même un vrai attaquant. Non, moi, juste, je pense que la question, effectivement, il y a une formule qui marche, d'accord? À chaque fois qu'il a mis Bayo titulaire, ça n'a pas marché. Et encore une fois, le fait n'est pas de dire que Bayo, moi, vous savez que je l'adore, que j'aime beaucoup ce joueur, n'est pas de dire qu'il est nul, mauvais, etc. Mais cette saison, dans ce système-là, dans la dynamique qu'il y a, ça marche très bien en tant que remplaçant pour rentrer 30 minutes. Ili, ça marche très bien pendant 60-70 minutes pour user les défenses, et Bayo qui rentre, qui prend un peu plus la profondeur, qui va sauter plus haut que l'adversaire parce qu'au bout de 70 minutes, il est fatigué. Ça marche. Pourquoi casser cela? Effectivement, peut-être que Bayo a envie de jouer titulaire de temps en temps, mais bon, il y a la coupe pour ça, de 1. Et de 2, si c'est pour briser une dynamique, ça ne sert absolument à rien. Voilà, ça sert absolument à rien. Même si tout joueur voudrait être titulaire, dans le foot moderne, ça n'existe plus. Voilà, il peut y avoir des joueurs qui jouent 1 heure et des joueurs qui jouent 30 minutes. Et tu es tout aussi utile à l'équipe. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Voilà, pour l'estime de soi, plutôt que d'être titulaire et de perdre les matchs et d'avoir l'impression d'avoir fait le con. Il faut aussi, je pense, il y a un travail mental de la part du coach à faire là-dessus. Parce que c'est comme s'il avait, je ne sais pas s'il y a eu un caprice, mais peut-être qu'il a cédé à ce qu'il a vu de Bayo, qui était peut-être un peu frustré parce qu'il jouait moins, j'en sais rien. Et qu'il a eu envie de le faire jouer pour le récompenser. Mais bon, force est de constater qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Je pense qu'il a raisonné en termes de stats, parce que Bayo a beaucoup plus marqué cette année que Ricili. Si je ne dis pas de bêtises, Ricili, il a marqué que 2 fois, dont le péno contre Auxerre. Et en fait, il me semble que ce qu'on oublie quand même, c'est qu'en 2021, Ricili, quand il débute dans le jeu, c'est pas beaucoup mieux que ce que fait Bayo. C'est même en fait globalement les mêmes matchs, quoi. Donc, et malheureusement, les neufs, ils sont toujours tributaires de ce qui se passe plus bas sur le terrain. Et je pense que c'est juste ça qui paye, quoi. Donc moi, je suis pas entièrement convaincu par l'idée que Ili serait mieux en débutant le match et Bayo serait mieux à la fin. C'est juste qu'on a eu beaucoup de matchs qui se sont décantés, sur les 20-30 dernières minutes et ça a profité à Bayo, qui effectivement a un profil quand même un peu différent, qui prend davantage la profondeur. Mais ça, à la limite, je ne suis pas sûr que ça plaide en faveur de le faire entrer tard parce que si le match est bloqué, il vaut mieux pas avoir un mec qui prend la profondeur parce qu'on va avoir des défenses basses. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas entièrement convaincu par cette lecture-là, moi. Qui a la tête aussi, qui a la tête et en fin de match, c'est vrai. aussi. C'est pour ça aussi. Et après, tu dis que ça se décante en fin de match, mais aussi parce qu'il faut reconnaître la qualité d'Ili. Si Ili ne marque pas, il casse les défenses, quoi. Donc, Bayo, quand il rentre les 30 dernières minutes, c'est pas que ça se décante, c'est que les mecs derrière, ils sont morts en face. Parce que l'autre, il leur a pété 3 tacles dans le match. Il est parti à la semelle, des coups d'épaule, il est tout le temps en train de voler. Et en fait, derrière, Bayo, en face, c'est fatigué. Il faut reconnaître les qualités de Bayo, c'est qu'il va très vite. Techniquement, il est juste. On le voit avec le contrôle sur la passe de Machado ce week-end, où il nous sort un contrôle sur l'extérieur orienté. C'est derrière, il a presque facile parce que Elia a tout pété. Mais par contre, on y reviendra à chaque fois. À chaque fois qu'il est titulaire, il peut faire à chaque fois qu'il marque, il peut mettre son petit doigt, hein, mais à chaque fois qu'il est titulaire, à chaque fois qu'il a eu sa chance, clairement, il ne l'a pas saisi. Donc, il faut qu'il reste remplaçant. Et c'est super Bayo quand il est remplaçant. On le kiffe comme ça. De toute façon, là, en fait, on a 2 joueurs en concurrence qui sont des joueurs qui sont quand même globalement inférieurs à l'ensemble du 11 titulaire, quoi. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on a 2 bons joueurs de Ligue 2, mais à mon avis, pas un joueur titulaire qui serait un vrai neuf à la hauteur du reste de l'effectif. En tout cas, du reste du 11 titulaire. C'est pour ça qu'il faut trouver une bonne formule qui marche. La formule, on semble avoir trouvé. Pourquoi la casser? Moi, je comprends. Alors là, impossible de comprendre pourquoi, à part peut-être
se dire donner du temps de jeu à Bayo. Mais bon, si c'est pour que ça nous coûte une performance comme ça, et voire même une défaite, ça ne sert à rien, quoi. À rien du tout. Je pense que... Il y a des statuts à mettre dans cette équipe, et je parle du moment. Parce que par exemple, Koné, jusqu'à il y a 3 semaines, un mois, franchement, en super sub, il ne méritait pas plus de titulaire parce qu'il rentrait super sub et ça allait très bien parce que les 3 marchaient bien. Mais effectivement, là, en ce moment, pourquoi pas l'essayer une fois au milieu à la place de Van Den Boomen? Je ne pense pas à la place de Spearings parce que Koné n'est pas un 6 et il nous faut un vrai 6 devant la défense pour nettoyer les ballons. Pourquoi pas l'essayer dans cette période-là parce que Van Den Boomen est vraiment pas bien. Là, on est d'accord. Mais changer de joueur pour changer de joueur, ça ne sert absolument à rien, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il fait tourner et il fait jouer la concurrence sur des postes où c'est pas peut-être pas le plus pertinent. Alors qu'à l'inverse, sur ce poste-là du milieu où Koné aurait carrément sa place, au moins dans la rotation d'un match à l'autre, on ne le voit pas, en tout cas pas assez, quoi. Allez, messieurs, on a fini cette petite aparté sur nos 2 attaquants. On revient sur nos flops et nos tops. On avait déjà fait le tour. Mais Vincent, tu voulais terminer avec les tops et les flops de ceux qui nous suivent. Alors, je pourrais limite citer tout le club, parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont été cités. Samuel, il ne s'est pas embêté. Hein. Déjà qu'il n'est pas là, il a juste mis flop, 2 points le TFC. On lui met la moyenne quand même? Je ne sais pas. On lui met la moyenne, mais il n'a pas tort d'un côté. On a loupé le rendez-vous de ce week-end. D'un côté, si c'était un gars qui argumentait, il serait là. Voilà, j'ai rien à dire. On a dans les autres flops Bayo, Adli, donc Garant, qui c'était quand même beaucoup de fois. Gabrielsen, Moreira et Spearing ont été aussi cités dans les flops. Moreira peut-être pour son carton rouge à la fin. En top, c'est d'ailleurs. Hein. Si on fait une pause, un partenaire aparté, il n'a toujours pas compris son rouge. Ça serait pour des paroles, apparemment, il aurait contesté. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On va enchaîner sur notre débat. Le débat, il est simple, c'est que on a encore loupé une occasion de passer premier ce week-end. C'est pas la première fois de la saison. Est-ce que pour vous, c'est un problème mental? On va essayer de réfléchir autour de ça. On vient de louper 30 journées, on a encore loupé cette occasion. Est-ce que c'est une équipe qui manque de caractère, une équipe trop jeune? Ou alors, tout simplement, messieurs, peut-être qu'on est juste à notre place, à cette 3e place, qu'on peut peut-être pas aspirer à aller voir plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que ce soit forcément mental. On va dire que c'est un problème des équipes de tête en ce moment. On peut dire pareil de 3, on l'a dit tout à l'heure. 3, j'ai un peu regardé le match week-end face à Amiens. C'est quand même lisible maintenant aussi. On l'a dit pour nous, mais maintenant on sent que les adversaires s'adaptent beaucoup plus aux équipes de tête, à Clermont, à Troyes, à Toulouse. Et on sent beaucoup de nervosité chez eux aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème propre au TFC. Derrière, il y a des équipes qui jouent le maintien, qui reviennent pour taper les gros. Donc, voilà, on est un peu dans le même rang avec Troyes et Clermont. Donc, problème mental, non, parce que derrière, je pense qu'on a une solidité quand même avec des joueurs qui apporte beaucoup à l'effectif sur ce point de vue-là. Je pense à De Jagereux, par exemple, qui est vraiment un patron, qui est là qui en impose. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de leader au TFC. Non, pour moi, le problème, on en revient toujours pareil, c'est que on est lisible, on n'a pas trop d'alternatives. Et c'est ce qui fait le problème du TF en ce moment. C'est que on n'a aucune solution bis. Du coup, ça serait plus Garant pas encore. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le retour du match. Je vais être répétitif, mais pour moi, le problème, c'est vraiment pas du mental, c'est vraiment du tactique. C'est surprendre l'adversaire, c'est arriver à poser d'autres problèmes. Et c'est ce qu'on est incapable de faire. Pour moi, on a fait 5 mois de haut niveau entre, on va dire, octobre et fin janvier. Et derrière, on sent qu'on est plus lisible. On a moins d'impact au milieu. On a nos pistons qui sont beaucoup plus gênés.
Quand on gagne, c'est comme contre Chambly ou Ajaccio. On ne se dit pas, waouh, on a eu la même mise sur le match, on a vraiment mené de A à Z voilà, ce qu'on avait entrepris. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un problème de. Il faut se réinventer. Et pour moi, c'est à Garande d'apporter tactiquement et de se réinventer voilà, pour pouvoir poser des soucis aux adversaires et arriver voilà, à monter en Ligue 1, qui est quand même l'objectif à la fin de la saison. Étienne. Mais après, Nathan résume très bien. Mais en fait, au final, la finalité, c'est qu'en ce moment, on n'est juste pas bon. En fait, c'est pas une question de mental. Au pressing, on y est. On va les faire chier. On essaye à peu près de jouer. Mais c'est juste qu'on n'est pas bon. On se trouve pas. On essaye d'aller de l'avant, mais ça marche pas. Donc, pour y revenir sur l'avis de Nathan, c'est juste un problème de fond de jeu qu'on perd à chaque match. On est en train de s'enfoncer. Les joueurs sont en train on le voit, ils rentrent sur le terrain, ils sont presque dépités de jouer comme ça. Je ne sais pas, mais c'est l'impression que ça me donne. Avant, on avait des mecs où, après, ça va rattacher un petit peu au mental, mais je pense surtout c'est une question plus d'envie. Ils sont en train, j'ai l'impression que Garand perd un petit peu son vestiaire et qu'il a du mal en gros, à créer de la nouveauté pour les intéresser. Après, pour moi, il joue quand même le jeu, mais c'est trop individualiste. On est plus sur du collectif. On va marquer sur des exploits, sur des coups de pied arrêtés, et on va aussi, derrière, ça va être que du dribble 1 contre 1, au centre, par exemple, Machado, centre au point de pénalty, sauf qu'on ne se trouve plus. Donc, pour moi, on n'est juste pas bon. Donc, on a Nathan qui est plus sur un problème tactique, on va dire, du coach qui n'arrive pas à surprendre tout le monde. Étienne qui nous dit qu'on n'est pas bon. Messieurs, moi, je me pose une question quand même, parce que effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur le plan tactique, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut traîner depuis le début des saisons et avec l'usure. Voilà, mais est-ce que c'est pas justement un problème mental de notre coach aussi à nous? C'est tout simplement ça aussi, voilà, qui reste borné dans son truc et qui change pas. Et juste moi, ce avec quoi je voulais comparer, c'est qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à qui ça arrive, parce qu'on parle de la Ligue 2. Mais on va aussi se référer à notre Ligue 1. Quand on regarde la Ligue 1 en ce moment, les équipes du haut ont exactement le même trou que ceux de Ligue 2. Alors, est-ce qu'il y a un problème mental en France? J'en sais rien. Ou est-ce que, comme tu le dis, Étienne, c'est comment dire ça, à un moment donné dans la saison, quand tu n'es pas si bon que ça et que tu as de la chatte à tout va, eh ben, tu le payes. Voilà. Lyon est dans une sale période. Lille n'est pas du tout le Lille d'il y a 1 mois et demi, c'est une catastrophe. Monaco, ça peut aller très bien sur certains matchs, surtout contre les faibles, mais voilà, ils ont failli en perdre certains, c'est des va-et-vient. Le PSG a fait son premier pratiquement bon match de l'année ce week-end en Ligue 1. Voilà, c'est pas terrible non plus. Donc, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, on a des équipes de tête qui, voilà, c'est pas fou non plus. Donc, est-ce que c'est juste un problème de jeu? Est-ce que c'est un problème dans la tête aussi, ou avoir un titre et aller en haut, ça fait flipper tout le monde et on a les jambes qui tremblent inconsciemment? Peut-être qu'il y a de ça aussi. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas au cœur du vestiaire et malheureusement, je ne les vois pas toutes les semaines. Je ne peux pas te donner de réponse nette et précise. Mais tu peux avoir un avis. Ton avis est intéressant. Oui, mais moi, honnêtement, je serais incapable de le donner parce que je pense que c'est un ensemble de choses tout simplement, et voilà, et effectivement au bout d'un moment il y a peut-être une usure à force de jouer la même chose et ça influe aussi sur le mental, on fait peut-être moins d'efforts et voilà, et ça joue là-dessus, mais je pense que de toute façon tout est lié et c'est peut-être pas dû qu'à une certaine chose ou c'est certaines choses qui en entraînent d'autres, enfin voilà, c'est pas Emmanuel net, quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Par contre, je crois pas trop à l'idée qu'on aurait les jambes qui tremblent parce que c'est pas ce qu'on voit en fait sur le début de match. Moi, je ne vois pas des joueurs qui sont bouffés par l'enjeu et qui n'arrivent plus à se faire des passes dans les pieds parce qu'ils ont peur. C'est plutôt l'inverse, en fait. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a une espèce de manque de rythme, une sorte d'apathie qui ne ressemble pas trop à l'équipe qu'on a vue jusqu'à maintenant. Et ça fait quelques journées que c'est le cas. Et moi, ça m'étonne un peu parce que je pensais qu'à partir des 10 dernières journées, dans la dernière ligne droite, malgré toutes les faiblesses de Garand, malgré sa difficulté à renouveler son approche tactique, à motiver ses joueurs, peut-être sa forme de paternalisme, il a un côté peut-être un peu papy dans sa façon de
d'appréhender son groupe. Je pensais que ça, les joueurs pourraient passer au-delà parce qu'il y a un tel enjeu et on n'est tellement pas à l'abri que ça se ferait tout seul. Donc, je suis un peu surpris qu'on ait ce problème-là, mais je pense que la question mentale, elle n'est pas complètement à mettre de côté quand même, puisque c'est un peu, on est tellement au-dessus individuellement et même au regard des petites certitudes tactiques qu'on a eues cette saison que, on est obligé de se poser cette question-là. Après, c'est un peu ce que disait déjà Mehdi, mais je crois que si les joueurs sont pas surmotivés ces derniers temps, c'est probablement justement parce qu'ils n'adhèrent pas à un projet tactique qui les motive. Enfin voilà, il ne faut pas confondre la cause et l'effet. Le mental, la force mentale, l'attitude, à mon avis, l'envie, c'est déclenché par le fait d'adhérer ou pas à un projet de jeu. Et ça, on en revient toujours à ça, mais c'est là où pêche Garand, à mon avis. Et est-ce que justement, ils doivent adhérer au 3-5-2 quand même. Enfin, deuxième-midi, mais ils vont quand même adhérer. Mais il manque ce petit truc qui doit les pousser à faire mieux, quoi. Ça, mais peut-être que dans la psychologie, c'est ça aussi, peut-être qu'on peut reprocher à Garand d'être entre guillemets un peu à l'ancienne et de rester dans ces trucs. On le voit maintenant chez les nouveaux coachs. Déjà, les carrières d'entraîneur, j'ai l'impression qu'elles vont être aussi comme les joueurs de plus en plus courtes parce qu'il faut beaucoup se renouveler, et notamment dans le management des joueurs. Et il faut presque toujours un peu les piquer pour les tenir en alerte et pour recréer des choses chez eux et ne pas s'endormir sur ces acquis, voilà, de ne pas rester sur des choses. Et pour l'instant, on a l'impression qu'on est un peu là-dessus. Après, honnêtement, les gens n'ont pas l'impression qu'on souhaite ça, mais on ne souhaite qu'une chose, c'est que même si ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'année, que ça marche et qu'on finisse dans les deux premiers et qu'on monte. Juste, je tenais à le dire parce qu'on ne donne pas cette impression-là, je pense, aux gens, et je pense que c'est important de le rappeler. On essaie juste de chercher des solutions, nous, bien sûr. Oui, voilà. De premier, après, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une remarque, les gars, est-ce que, je sais pas, mais le contexte aussi sanitaire aussi qui se passe, peut-être que mentalement, ça les épuise aussi à côté, qu'ils ont un peu moins à donner sur les matchs. Enfin, faire des tests toutes les semaines, être dans une certaine bulle, ne pas avoir de public aussi dans les stades, toujours jouer à huis clos. Peut-être qu'aussi, au bout d'un moment, sur ce genre de match un peu couperé, sur ces sprints finales, c'est peut-être là aussi que ce public, soit d'ailleurs domicile ou extérieur, peut-être qu'il manque parce que on n'a pas ce petit truc qui pourrait nous donner un peu plus envie, ce petit supplément d'âme que le 12e homme en général peut donner et qu'on n'a pas avec cette situation aussi un peu lourde à côté. Ça peut jouer, mais je trouve que c'est difficile d'invoquer ça parce que c'est le cas pour tout le monde. Du coup, ça annule un peu le… Ouais, mais je parle pour le club, mais ça rejoint un peu aussi, tu vois, ce que disait Mehdi sur Ligue 1, Ligue 2. Je parle un peu pour toutes ces équipes qui ont des petits trous d'air là. Peut-être qu'aussi, il y a ça. Je dis pas que c'est que ça la raison, attention. Mais je pense que ça peut aussi un petit peu influencer. C'est possible que ça crée une sorte de nivellement par le bas, surtout dans ces périodes-là où l'enjeu peut prendre le dessus sur la supériorité d'une équipe, peut-être. De là à dire que ça les fatigue, je pense pas, parce que justement, ils ont encore plus de temps libre. Ils ont ça les fatigue pas. Plus rien à faire comme nous au final. On peut plus. Non, je dis pas que ça les fatigue, je dis juste que que mentalement ils sont peut-être un peu moins motivés parce que pas de public, pas de machin, qu'ils en ont un peu marre aussi parce que depuis le début de la saison ils jouent à huis clos, que c'est compliqué de jouer à huis clos et qu'au bout d'un moment peut-être qu'ils se fatiguent un peu plus vite mentalement qu'habituellement et que là tac, il manque un petit truc. Et peut-être aussi que, comme le dit Garand, il n'y a rien de spécial et qu'on se branle le cerveau pour rien et que ça finira bien. Moi, je ne sais rien du tout de ça. Oui, ça n'empêche pas. Mais… Nous ne sommes pas Madame Irma, on ne peut pas savoir. En tout cas, nous, on souhaite que ce sera de la branlette spéculative qu'on est en train de faire et qu'on montera à la fin de la saison. En tout cas, ça c'est clair et net. J'ai juste remplacé Yves pendant 2 minutes, c'est tout. Voilà. Très bien, d'ailleurs, on l'embrasse. Vincent, pour une petite dernière action pour finir et après on enchaîne sur l'interview de supporter d'Etienne. J'ai pas mal de réactions sur ce débat-là. On a Yohan, pour lui, ce problème, c'est une équipe jeune et aussi le mental. Edouard qui dit que c'est dans les jeunes du TFC qu'on a toujours été une équipe suffisante quand on se croit dans la facilité. On a Lio qui est un peu de ton avis, Camille. Il ne faut pas oublier que pour tous les joueurs et pour l'ensemble du foot, avec cette année Covid, est compliqué à tous les niveaux. On a Fred qui dit tout simplement qu'au bout de 30 journées, tout le monde est lisible et que c'est pour ça que Toulouse coince. José qui dit c'est un problème d'usure mentale. On sprint, mais on est surtout dans une course de fond en Ligue 2. C'est ce que ça veut faire les équipes plus faibles avec une vision globale et non une vision match par match. Et enfin, on a Diane qui faut aussi parler avec le fait que Lille a été aussi battu par Nîmes en Ligue 1, que c'est peut-être aussi lié à la pression.
Et bien voilà, pour ce débat, en tout cas, on le répète, nous, dans 8 journées, on essaiera de faire une spéciale montée en Ligue 1, et ça, c'est tout ce qu'on a envie de faire, ça, c'est clair et net. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Messieurs, on enchaîne. C'est l'interview supporter. C'est ton petit moment, Étienne. C'est pour toi, on va apprendre à mieux te connaître. Et là, quel âge tu as, Étienne? J'ai 28 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Ça fait 22 ans. Je devais avoir 6 ans quand je suis allé voir mon premier match. Parce que j'ai un papa qui est coach, qui est donc du coup avec les partenariats avec le TEF, avec les clubs, j'ai eu la chance de pouvoir aller directement voir un match. Bon, c'est vrai que de là à dire que je suis tombé fan dès le premier match, peut-être pas, parce qu'à 6 ans, je suis arrivé dans un stade immense, il y avait au moins 20 000 personnes, donc j'ai pas trop regardé les joueurs pour être très honnête, mais c'est vrai que de suite, on est conquis. On arrive, c'est une ambiance. Donc, c'est vrai qu'après, ça ne m'a pas lâché, quoi, parce que du coup, ça m'a permis de continuer le foot. Ça m'a donné envie de continuer le foot et tout ça. C'est quoi, du coup, ton premier match? Tu t'en souviens ou pas? Le premier match, alors là, aucune idée. Comme j'ai dit, j'étais tellement impressionné par le contexte que je ne peux même pas te dire un score, je ne peux même pas te dire une équipe. Même un championnat, je ne pige rien. Quel est ton meilleur souvenir et pourquoi avec ce TFC? Alors, meilleur souvenir, bon, j'ai deux. J'hésite entre deux. C'est l'envahissement de pelouse pour la montée en Ligue 1. Donc, ça, c'est vrai que ça a été assez sympa. Et après, c'est marquant, quoi. Surtout l'ambiance, il y avait un peuple de fous. Et après, sinon, j'hésite vraiment avec je vais peut-être vous faire rire, mais avec une défaite. Un des meilleurs moments, c'était une défaite. C'était contre Liverpool. Parce qu'en fait, deuxième club de cœur, on va dire, et le fait d'avoir ma ville qui a réussi à se qualifier, qui a réussi à obtenir une place qualificative, on va dire, contre Liverpool, c'est vrai que c'était on a eu la chance d'avoir les Anglais chez nous, avec des Gerrard, je crois qu'il y avait Crouch, je me souviens plus exactement qui c'est qu'il y avait, contre des Elmander, Emana, quoi, c'était hallucinant. C'était, même si c'est une défaite. D'ailleurs, Xabi Alonso, qui était passé par Liverpool, va entraîner Manu Koné l'année prochaine. Mais bon, bref. C'est pas le moment, là, c'est ton interview. Mais d'abord, cette défaite en meilleur souvenir, je pense qu'il y en a pas mal de Toulousains qui peuvent l'avoir, parce que c'était la Ligue des Champions, surtout. Mais du coup, ton pire souvenir, et là, je ne suis pas sûr que ce sera une victoire, à mon avis, mais ton pire souvenir, et pourquoi? Le pire souvenir, je crois que c'était la saison dernière, parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, bien sûr, 4 saisons dégueulasses. C'était le 4-0 contre qui où on prend un retourné pleine lucarne et après un but de 35 mètres transversal rentrante. René, je crois qu'il était en boîte de nuit à ce moment-là. Clairement, c'était vraiment la saturation, quoi. C'était pas forcément le pire match, mais prendre 4-0 à domicile alors que les gens, il faisait froid, c'était vraiment horrible. Ton joueur emblématique qui te fait rêver? Moi, je dirais Ben Yedder. Ben Yedder, juste parce que c'était le petit mec de futsal qui dans la surface était redoutable et ça passait à tous les coups et c'était on savait que déjà il allait avoir une grande carrière juste par rapport à sa motivation et à son efficacité. Donc c'est vrai que Ben Yedder il est vraiment emblématique, quoi, je trouve. Et puis il ne nous a pas déçus après dans sa carrière. Pour finir, si tu devais être un joueur du TEF, tu serais qui? Alors là, c'est une bonne question. Je dirais Marc Vidal et prendre 20K par mois en restant en regardant les matchs de mon équipe préférée. Pourquoi pas, elle est pas mal. On l'embrasse, d'ailleurs, on l'avait reçu dans ouais. Il joue, je crois qu'il est à Blagnac. À Blagnac, ouais. Remplaçant.
Mais merci à toi, Étienne, pour cette petite interview qui nous a permis de mieux te connaître et de connaître ton amour pour le TFC. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Messieurs, c'est pas fini, il reste quelques minutes dans cette émission et Vincent qui a un petit peu galéré cet après-midi, mais qui nous l'a quand même préparé, il est chaud, il est prêt, c'est l'heure du quiz. On ne l'a pas toutes les semaines en ce moment, c'est assez partiel, mais on va en profiter ce soir. Écoute, d'habitude, tu ne me laisses pas autant de temps. Là, j'ai quand même 6 minutes pour faire un quiz. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant. C'est la trêve internationale, donc bon. Ouais, écoute, là, tu as été con. Hein. Tu me laissais la semaine prochaine, je faisais une émission entière sur les quiz. Hein. Alors là, tu as trouvé le programme et un truc. Et tout le monde t'a entendu. Hein. Il va être aussi long que tes cheveux, quoi. C'est lui qui dit ça, quoi. Bon, allez, bref. Le thème va être très simple. Ce sont les internationaux du TFC depuis la saison 2003-2004. D'abord, on va commencer avec une question très simple. Ça va être un tour de rôle. Combien, alors, internationaux, tout type Ok. internationaux. je précise, internationaux, officiels, à adultes. Donc, pas les espoirs, pas Panchi Siriec qui a été sélectionné avec le Pays Basque, ni Yannick Cahuzac qui a été sélectionné avec la Corse. Oui, Mehdi. Reconnu par la FIFA. quoi. Enfin, mais t'as pas de son, Mehdi, mais c'est intéressant. Ça n'a jamais été aussi intéressant que là. Mets ton micro, Mehdi. Mehdi, mets ton micro. Alors, tu as un bouton ici, il faut appuyer. Dans le GER, ils ont rien comme Pardon, technologie. pardon, j'ai tout enlevé parce que ça gueulait derrière moi, excusez-moi. Juste, précision, internationaux, pas forcément quand ils étaient à Toulouse. Ils ont été Voilà. internationaux avant ou Mais après. si vous me laissez, si ça t'intéresse de me couper toutes les 4 secondes, je peux expliquer jusqu'au bout. Donc, effectivement, mais t'as le mec qui s'énerve, on dirait, je remplace Samuel et. Bref. Oui, effectivement, il faut internationaux dans leur carrière. Donc, ils peuvent être passés à Toulouse, ne pas avoir été internationaux et l'avoir été quelques années plus tard. En plus, il y a eu aussi les cas des joueurs qui ont aussi la double nationalité et qui ont connu, par exemple, des espoirs en équipe de France et qui ont joué dans un autre pays ensuite. Ok. Voilà, donc déjà, première question, ça donnerait un point de joker pour la suite. Alors, j'ai compté, hein, ça m'a pris un bon moment. Je prends un stylo pour noter les noms qu'on marque. Je vous le conseille. Combien y a-t-il eu d'internationaux au TFC depuis la saison 2003-2004? Tour de rôle, on va commencer avec Nathan. Il m'a critiqué sur mes cheveux. On va dire 2003-2004. Oui, depuis 2003-2004. 88. Et Combien? 88, il a dit. Midi. Ça en fait des saisons. Ouais, mais t'es fou. 33. Et Emmanuel. Ouais, j'allais dire 37, moi. Étienne. 66. Ok. Nathan. Nathan, c'est dit, c'est Camille, pardon. 31. Alors, alors le score, c'est 75. Donc, le plus proche, c'est Étienne. Il y en a eu 75, les gars. Ah, c'est énorme. Donc, Étienne, tu as On avait déjà. 5-6 des fois. Donc, Ben oui. 5-6. Ouais, mais il reste. C'est les mêmes, tu vois. C'est pas non plus. Enfin, c'est énorme. Ah, mais il y a peut-être aussi les jeunes ou quoi, je sais pas. Vous allez voir, là, ça va être très simple. La question suivante, c'est ce qui est la dernière question. À tour de rôle, vous allez devoir me citer des joueurs. Et même si vous avez faux, vous n'en trouvez pas, c'est pas grave, vous passez. C'est le premier qui a 10 qui a gagné. Le premier qui en trouve 10. Et à tour de rôle. Oui, je vous interroge à tour de rôle, sachant qu'Étienne a un point de bonus, puisqu'il a trouvé la bonne réponse juste avant. Là, tu as trouvé, quoi. Voilà, on va commencer par Camille. Emana. Emana, c'est bon, bien sûr. Nathan. Firmin Moubélé. Moubélé, c'est bon. Mehdi. Gignac. Gignac, c'est bon. Emmanuel. Daniel Morera. Morera, c'est bon. Étienne. Ben Yedder. Ben Yedder, c'est bon. Camille. Mathieu, Jérémy. Jérémy Mathieu, c'est bon. Nathan. Daniel Bratel. Bratel, c'est très bon. C'est même excellent. Mehdi. Attends, je note en même temps. Sissoko. Sissoko, c'est bon. Emmanuel. Fodé Mansaré. C'est bon. Étienne. Braithwaite. Braithwaite, c'est bon. Capou. Capou pour Camille. Tabanou. Okay. Tabanou, non, c'est pas bon. Il n'a pas été international. Mehdi. Elmander. Elmander, c'est bon. Emmanuel. On peut dire les joueurs actuels aussi. Bien sûr. Ouais, Steven Morera. Alors. Morera, c'est sûr? C'est Cap-Vert, non? Il n'est pas. Ouais, Cap-Vert, ouais. Morera, Cap-Vert.
Non, Moreira, c'est pas bon. Putain. Étienne. C'est compliqué. On a droit à combien de fois des erreurs? Ah, autant de fois, c'est juste vous avez tant de temps pour répondre, après on passe. C'est le premier à 10. Il y en a qui sont bien partis déjà, il y en a 4. Coco? Comment? On a dit. Ah, c'est déjà dit? Ouais. Je passe, on va pas perdre de Passe, temps. Camille. Gabrielsen. Gabrielsen, c'est bon. Nathan. Serge Chicha-Aurier. Et c'est très bon en Côte d'Ivoire. Mehdi. Durmaz. Oui, Durmaz, c'est bon. Emmanuel. Silla. Isiaga Silla, c'est très bon. Étienne, pardon. Attends, mais je sais même plus s'il a joué chez nous, mais Rabiot? Oui, Rabiot, c'est bon. Ah, mais il a joué. C'est chiant, Il a là. joué, ouais. Tu me fais stresser. Qui ça? Gradel. Gradel, c'est bon. T'es pile à l'heure. Attends. Santos, le Tuniso-Brésilien. Oui, c'est bon. Mehdi. On va rester dans les clés. Ah non, mais Rabiot, on va enchaîner quand même avec Chantôme. Oui, c'est bien. Putain, il a révisé le coin. Emmanuel. Putain, on a dit de Séville. Séville, c'est bon. Étienne. Passe. Pardon? Je passe. Ok, excuse. Camille. Jonathan Zebina. Oui. Ça y est, ça fera vraiment des joueurs à la con. Nathan. Canabi. Oui, c'est Canabi. C'est pas là. Mehdi. Toivonen. Oui, Toivonen, c'est bien. Emmanuel. Santander. Oui, Federico Santander, c'est bon. Vous l'étiez gardé pour la fin, celui-là. Étienne. Moi, tu peux me blacklister, c'est fini, je pense. Aïe, aïe, aïe. Camille. Carasso. Ah non, Carasso n'a pas été un Non, un espoir, oui, mais pas un A. Nathan. Ah, ça cale. Ah, j'allais dire Congrès. Non, Congrès, il n'a pas eu de sélection. Non. Passe alors. Ouais, je passe. Mehdi. Amada. Ah putain. Amada, c'est bon. C'est chez Emmanuel. Ah, c'est dur du coup, là. C'était celui que j'avais. Il y en a qui avaient oublié actuellement. Il y en a aussi beaucoup du passé. Ah, ouais, Emmanuel. En ce moment-là, attends, je vais trouver. Seconde. Shadow. Machado, c'est bon. Étienne. Moi, je te dis, tu peux me sauter. Ah, carrément. Ouais. On verra ça après l'émission. Camille. Koulouris. Koulouris, c'est bon. Nathan. Nikov. Nikov, c'est bon. Mehdi. Grigoré. Putain, tu me prends tous mes. C'est incroyable. Grigoré. Roumanie, sûr. Ouais, Grigoré, c'est bon, j'avais un doute. C'est bon. Emmanuel. Peterson. Non. Peterson, c'est un espoir. Non, il a une sélection. Il a une sélection. Ok, c'est ma faute. Désolé. Alors, Emmanuel, je te rajoute. Étienne, toujours pas? Non. Païk. Camille. Païk. Ah putain. Oui, c'est bon. Pas beaucoup de sélections, mais c'est bon. Nathan. C'était ce que je voulais dire. Donc, je passe mon tour pour cette fois. Mehdi. Moi, je voulais Moubangé. Bâtard. Oui, Moubangé, c'est bon. Et attention, Mehdi n'est plus qu'à une bonne réponse. Hein. Emmanuel. Steve Yago. Ouais, Yago, c'est bon. Étienne, non. Non. Camille. Ouais, je vais en trouver un. Attends. J'en ai un. Veskovac, je suis pas sûr. Veskovac. Non, Veskovac, non. Nathan. Adil Hermache. Oui, oh, joli, oh, joli. Tu mérites des points de bonus, moi. T'es mon gardien de cœur. Mehdi. Il est bon. J'espère que je vais finir là-dessus. Dani Nonke. Oui, c'est très bon. Victoire de Mehdi. Mais attends, laisse t'amener l'autre. Non, il a combien, Emmanuel? Emmanuel, il est loin, il a 8. Il n'y a pas un point de bonus pour Hermache, non? Ah, écoute. Franchement, bravo Mehdi. Mais mon cœur va pour Nathan, pour tous les. Tu relèves les 8 joueurs. Alors, les gars, j'en ai tellement. Il y en avait que vous avez oublié, mais des très drôles. Il y a des Paulo César, il y a du Ilunga, il y a du Constant, il y a Larsen, il y a du Paulo Machado, du Kazim. Ils sont sur ma liste. Il y a du Perrier Doumbé aussi. Vous en avez tellement. Vous savez quoi? Je vais vous mettre un commentaire. Il y a Diallo, Ben Bassat, il y en a tellement. Kazim, il revenait plus Ben Bassat, putain. pour les questions des plus fêtards que pour
pour les sélections. Allez, je vous mets la liste en commentaire, comme ça vous pourrez la. Il n'y avait pas voir. Mathieu, Vincent, je suis déçu. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Allez messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. Bravo Mehdi pour cette victoire au quiz. Merci Étienne d'avoir participé avec nous pour cette 105e émission. Tu reviens quand tu veux. J'espère que tu auras passé un bon petit moment avec nous. C'est parfait, franchement, avec grand plaisir. Bon, bah super. On te dit à bientôt. Merci à toi. Merci Emmanuel d'avoir présenté lesviolets.com. Merci la feuille de match Vincent, Mehdi et Nathan. On embrasse les absents, Mike, Yves, JB, Samuel et tous les autres. On vous embrasse à tous. La semaine prochaine, on sera là, même si c'est la trêve internationale. On va essayer d'avoir un invité. On vous en dira plus sur les réseaux dans la semaine. Messieurs, mesdames, passez une bonne soirée. Ah, juste, nouvelle qui vient de tomber. Pascal Duprat viré de Caen. Juste, je voulais le placer, ça vient de tomber. Voilà. Arrête. Le pourvoyeur de retour. Bon, sur cette note, positive ou négative, je vous laisse juger. On vous souhaite à tous une très belle soirée. On se dit à mardi prochain. Ciao, ciao.